13 septembre 1946. Dans une petite ville d'Europe centrale, des milliers de personnes se tiennent côte à côte dans un silence absolu. Ni musique, ni discours, ni prières assez fortes pour atténuer ce qui va se produire. Au centre de la place se dresse un simple poteau de bois. Ce n'est pas une potence. L'exécution ne sera pas rapide et s'avance vers lui une jeune femme de 23 ans, à peine capable de tenir debout, dont le nom entra à jamais l'histoire de l'Europe d'après-guerre. Elle n'est pas là pour avoir combattu sur un champ de bataille. Elle n'est pas là pour avoir commandé une armée. Elle est là pour avoir dénoncé. Avant de plonger dans l'un des chapitres les plus sombres de la justice d'après-guerre, abonnez-vous à Secrets of World War II. Sur cette chaîne, nous ne cherchons pas à réconforter les histoires. Nous mettons au jour celles que l'histoire a tenté d'enfouir. Car ce que vous allez entendre vous obligera à vous poser une question dérangeante. Quand le mal est puni avec brutalité, la justice reste-t-elle la justice? Une enfant qui n'a jamais trouvé sa place. Pour comprendre pourquoi cette exécution a choqué toute une nation, il faut remonter plus de 20 ans en arrière, bien avant la guerre, bien avant les uniformes, bien avant le sang. 21 juin 1923. Dans la gare d'une petite ville, de ce qui était alors la Tchécoslovaquie, une petite fille naît. Ses parents la prénomment Herta Kasparova. Dès sa naissance, quelque chose cloche. Sa jambe droite est gravement déformée. En grandissant, cette malformation l'a contrainte à boiter fortement. Son pied est tourné vers l'intérieur, traînant légèrement à chaque pas. Dans une ville de moins de 3000 habitants, tout le monde le remarque, et les enfants sont impitoyables. À l'école, Herta devient la cible des moqueries. Les garçons se moquent de sa démarche, exagérant sa boiterie dans son dos. Les filles chuchotent et rient à son passage. Ce qui commence par des moqueries se transforme en une cruauté implacable. Jour après jour, année après année, elle apprend très tôt qu'être différente signifie être humiliée et que l'humiliation prend une tournure plus sombre lorsqu'elle n'a nulle part où aller. Une famille sans racines. Le foyer d'Herta ne lui offre aucun ancrage moral. Sa famille appartient à la communauté allemande des Sudètes, des Allemands de souche vivant au sein d'une majorité tchèque. Mais pour eux, la loyauté est flexible. À la maison, ils parlent allemand. Ils revendiquent d'une identité allemande lorsque cela leur apporte des avantages. Ils revendiquent leurs origines tchèques lorsque cela leur offre une protection. Même l'orthographe de leur nom de famille change au gré des circonstances politiques. La ville remarque cette loyauté changeante et elle ne l'oublie pas. Herta grandit en assimilant une leçon dangereuse. Les principes sont facultatifs. Le pouvoir, lui, ne l'est pas. Quand l'histoire ouvre une porte, mars 1939, des troupes allemandes entrent dans Prague. La Tchécoslovaquie cesse d'exister. À sa place s'élève le protectorat nazi de Bohême-Moravie, un État gouverné non par son peuple, mais par la terreur. La culture tchèque est anéantie, les universités ferment, les intellectuels sont arrêtés ou exécutés. La langue tchèque est supplantée par l'allemand. Mais pour les Allemands des Sudètes, l'occupation est synonyme d'opportunité. Soudain, parler allemand n'est plus un handicap, mais un atout. Et pour Herta Kasparova, désormais adolescente, qui a passé sa vie à être moquée et ignorée, ce nouvel ordre offre une perspective enivrante. Le contrôle, une complice consentante de la terreur. À 17 ans, Herta commence à travailler pour la police criminelle allemande. Officiellement, elle était employée de bureau et traductrice. En réalité, elle devient un rouage de la machine répressive nazie. Elle assiste aux interrogatoires, traduisant les supplications tchèques en allemand, tandis que les prisonniers sont battus, torturés et brisés psychologiquement. Elle entend des cris. Elle voit le sang couler. Elle est témoin de vie brisée et elle ne bronche pas. Ces traductions mènent à des arrestations. Les arrestations mènent à la torture. La torture arrache des aveux, souvent faux. Ces aveux mènent à des exécutions. En 1942, elle est promue et mutée dans un important centre de la Gestapo où elle gère des affaires de résistance de haut niveau. Des personnes
disparaissent après ces paroles. On ne saura jamais avec certitude combien meurent à cause de ces mots, mais les témoins s'accordent à dire que leur nombre est important. Ce qui distingue Herta de nombreux collaborateurs, ce n'est ni l'idéologie, ni la peur, c'est la vengeance. Elle se souvient des rires, des chuchotements, de la façon dont la ville l'a traitée, et maintenant, elle a enfin le pouvoir de répondre. La guerre s'effondre, mais 1945, l'Allemagne nazie s'effondre. Hitler est mort. Les armées alliées avancent de toutes parts. Tout le monde sait que la guerre est finie, même si les nazis refusent de l'admettre. À travers la Tchécoslovaquie, des mouvements de résistance éclatent. Dans les villes et les villages, les drapeaux tchèques remplacent les drapeaux allemands. Des prisonniers sont libérés, des collaborateurs sont démasqués. Dans la ville natale d'Herta, les célébrations sont prématurées. Pendant 2 jours, c'est la libération. Puis, les SS reviennent. Lors d'une des dernières contre-attaques allemandes victorieuses de la guerre, des unités SS prennent d'assaut la ville, furieuses, humiliées et prêtes à tout pour reprendre le contrôle. Ils ont soif de vengeance, ils ont besoin de noms, ils ont besoin de quelqu'un du coin. Ils se tournent vers Herta Kasparova. 33 vies, un geste. Le 7 mai 1945, des hommes tchèques sont arrêtés et placés sous surveillance. Certains étaient gangsters et résistants, beaucoup ne l'étaient pas. Ouvriers du chemin de fer, coiffeurs, concierges, pères de famille qui attendent à la maison. Herta passe lentement devant eux dans une voiture décapotable, accompagnée d'officiers SS, et elle commence à désigner du doigt. Celui-là, et lui, aucune explication, aucune hésitation. Des témoins attesteront plus tard qu'elle a désigné 33 hommes. Parmi eux, au moins 2 qui s'étaient moqués de sa claudication lorsqu'ils étaient enfants. À la fin de la journée, les 33 sont exécutés par un peloton d'exécution, une balle en plein cœur. Leur corps s'effondre sur les mêmes rues où ils menaient autrefois une vie ordinaire. Herta regarde et ne ressent rien, l'effondrement de la protection. Quelques heures plus tard, les forces soviétiques arrivent. Les SS se retirent. La guerre est vraiment finie. Et soudain, Herta est seule. Plus aucun uniforme ne la protège. Plus aucun Reich ne la soutient. Des témoins ont tout vu. Elle s'enfuit en Autriche, espérant se fondre dans le chaos de l'Europe déracinée. Mais les petites villes n'oublient pas. Les survivants parlent. Les témoignages s'accumulent. En 1946, elle est arrêtée et ramenée pour être jugée. Des aveux sans excuse. Au procès, Herta a la parole et elle choque la salle d'audience. Elle ne prétend pas avoir été contrainte. Elle ne prétend pas avoir eu peur. Elle admet avoir agi par vengeance. Le verdict est inévitable. Coupable de collaboration, coupable de crimes contre l'humanité, coupable d'avoir causé la mort de citoyens tchèques. Sentence, la pendaison, mais pas une pendaison ordinaire. Le choix de la souffrance. Le tribunal ordonne la pendaison sur une perche, une méthode réservée aux traîtres les plus méprisés. Contrairement à une pendaison classique, elle est conçue pour étrangler lentement, maintenant le condamné conscient pendant plusieurs minutes. Ce n'est pas seulement une punition, c'est un message. 13 septembre 1946, l'exécution est publique. Quand Herta aperçoit le poteau, ses jambes flanchent. Les gardes doivent la soulever. Des témoins rapportent de plus tard qu'elle tremblait, pleurait, suppliait, complètement anéantie. Cette même femme qui, jadis, décidait de la mort d'un simple geste, comprend désormais la peur. La plateforme s'abaisse, les minutes passent, son corps se débat, puis s'affaiblit. À 18h38, un médecin constate le décès. Elle a donc 23 ans, le même âge que nombre des hommes qu'elle a condamnés. Justice ou vengeance? Son exécution est la dernière exécution publique d'une femme en Tchécoslovaquie. Des photographies subsistent et font encore débat aujourd'hui. Certains estiment que le châtiment était mérité. D'autres affirment qu'il a franchi une limite morale. Les historiens continuent de s'interroger. La justice exigeait-elle la souffrance ou la souffrance n'a-t-elle fait qu'apaiser la douleur? L'ultime avertissement. Aucun
mémorial n'a été érigé en l'honneur d'Erta Kasparova, seulement pour ses victimes. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Le mal ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, il se développe silencieusement, nourri par le ressentiment, l'humiliation et un pouvoir sans limite. Erta n'est pas née monstre, elle l'est devenue, et l'histoire nous met en garde contre les conséquences de la fusion entre la haine personnelle et le mal systémique. Quelles autres vérités demeurent enfouies sous les ruines de la Seconde Guerre mondiale? Abonnez-vous à Secrets de la Seconde Guerre mondiale, car les véritables leçons de l'histoire sont difficiles à accepter. Elles sont brutales, elles sont complexes, et elles sont nécessaires.